Bonjour tout le monde, ici Valérie Gendron et bienvenue à Laval sur la terrasse. À mes côtés, une femme articulée, une femme qui n'a pas peur de dire tout haut ce qu'elle pense, une femme sans tabou. Je vous présente l'auteure, journaliste et animatrice Lily Boisvert. Salut Lily. Allô Valérie. Ça va bien? Très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici. Lily, tu animes Sexplora et tu viens de publier un livre, Le principe du cum shot. Mais avant de parler de ton livre, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la sexualité? Je pense que ça m'a toujours intéressée depuis l'adolescence probablement. Puis dans ma famille, c'était quand même quelque chose qu'on pouvait aborder, qu'il n'y avait pas trop de gêne. Avec ma mère notamment, c'était quand même un sujet qui n'était pas gênant ou malaisant. Mais vers la fin de l'adolescence, j'ai commencé à lire Nelly Arcan. Et puis ça a vraiment été un flash pour moi, ça a vraiment été une prise de conscience parce que j'avais moi-même beaucoup de critiques que je voulais émettre par rapport à la représentation de la femme, du corps de la femme beaucoup dans la culture. Puis je trouvais qu'elle mettait vraiment le doigt sur quelque chose. Donc là, je me suis intéressée à d'autres femmes qui écrivaient aussi en lien avec la sexualité, en lien avec le féminisme. Donc, ça a toujours été présent à la fois de m'intéresser à la sexualité et au féminisme, les deux pas mal en parallèle. Mais ensuite, j'ai commencé à travailler à Radio-Canada. Et ce que j'ai réalisé en tant que journaliste, c'est que souvent, le sujet de la sexualité n'était pas traité avec sérieux par les médias. Souvent, c'était vu comme un sous-sujet, comme quelque chose qui n'était pas nécessairement pertinent ou que c'était pas nécessaire de s'y intéresser de la même manière qu'on s'intéresse à la politique ou à l'économie ou à n'importe quel autre enjeu social. Ça, c'était un peu comme regarder de haut. Puis, on n'appliquait pas souvent, les journalistes, la même rigueur lorsqu'il était question de sexe que lorsqu'il était question d'autres sujets. On faisait comme si, c'est drôle, c'est cocasse, c'est de l'insolite. Mais je comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est super intéressant, qui est super important, qui concerne tout le monde. Tout le monde. Mais oui, même les gens qui n'ont pas une vie sexuelle active, ça va quand même les intéresser, puis ça les concerne quand même aussi, parce que tout le monde, on est exposé au message sur la sexualité. Donc, je comprenais pas pourquoi il y avait cette espèce de nonchalance, puis même un peu de condescendance par rapport à ce sujet-là. Fait que je me suis dit, OK, bien, je vais essayer de développer cette spécialité-là en tant que journaliste. Donc là, j'ai développé un blog à Radio-Canada sur la sexualité, puis... Après, on t'a approché pour Sexplora. Oui, exactement. Tu es aussi, tantôt tu l'as parlé, le féministe, tu es d'une certaine manière l'une des figures de proue du féminisme en 2017. Pourquoi trouves-tu qu'il est important de parler de féminisme? C'est important parce qu'il y a tellement encore de questions qui ne sont pas réglées. On nous a... Bon, il y a eu plusieurs vagues de féminisme. Oui. Il y a eu justement les suffragettes, il y a eu d'autres féministes dans les années 80 ou pendant la Révolution sexuelle. Il y a eu plusieurs vagues. Puis à chaque fois, on nous a dit, OK, mais maintenant c'est réglé, maintenant l'égalité est là, plus besoin de rien revendiquer. Si vous continuez à demander des choses, ça va trop loin, ça dépasse l'égalité. Alors que quand on regarde les statistiques, quand on regarde les faits, c'est faux. L'égalité de fait n'est pas atteinte. Au niveau du salaire. Au niveau du salaire, au niveau des tâches ménagères, au niveau les agressions sexuelles, de plein de manières, l'égalité n'est pas atteinte. Donc, il était nécessaire qu'une nouvelle vague émerge encore et finisse le travail qui a été commencé. Espérons qu'on va arriver à le finir cette fois-ci. Et puis aussi, il y a toute la question que il y a beaucoup d'enjeux aussi qui ont été un peu laissés de côté par les vagues précédentes, puis que là, on essaie d'amener toute la question de l'intersectionnalité, qui est un grand mot, mais qui veut juste dire d'essayer d'inclure toutes les femmes dans l'équation, puis de penser à tout le monde, pas juste à un type de femme précis. Donc, ça, c'est important aussi. Dans ce cas-ci, on peut penser peut-être aux femmes trans? Oui, aux femmes trans, aux femmes racisées, les femmes aussi qui sont dans la pauvreté ou qui ont moins de possibilités dans la vie, les femmes qui n'ont pas nécessairement des diplômes universitaires, c'est important de les considérer aussi puis de pas se concentrer juste dans un petit cercle fermé qui demande l'égalité juste pour ce petit cercle-là. Le féminisme, la sexualité, deux sujets qui t'interpellent beaucoup au point de publier un livre, Le principe du cum shot. Qu'est-ce que ça signifie?
Bien, le comme shot comme tel, je l'explique tout le temps parce que je pense que c'est pas tout le monde qui connaisse le mot. Aussi. Bien, puis ça peut troubler un peu parce que ça vient du jargon pornographique, vraiment. C'est un comme shot, c'est une scène. Si on décortique le mot, c'est vraiment comme shot, donc une shot de sperme. Et c'est le moment, justement, dans un film pornographique où l'homme va éjaculer sur le corps de la femme, dans une vidéo hétéro. Et je trouvais que c'était une image qui illustrait très bien la manière dont on conçoit la sexualité hétérosexuelle en présumant que le désir sexuel, c'est quelque chose qui part de l'homme, qui émerge spontanément, un peu magiquement de l'homme et qui vient aboutir sur une cible qui est le corps de la femme. Donc, c'est un principe qui a quand même des incidences sur la vie de tout le monde, sur la manière dont on vit notre sexualité, sur le rapport au corps. Puis je pense que justement, il faut le regarder en face, ce principe-là, pour justement être un peu plus libre dans notre sexualité puis être capable d'aller ailleurs, d'essayer d'éclater notre sexualité par rapport à ça. Dans ton livre, tu parles que les filles vont user de leur charme, vont se mettre sexy pour séduire, pour plaire à l'homme. Mais quand je regarde les hommes métrosexuels, je trouve qu'eux ont des comportements beaucoup plus semblables à ceux de la femme. Ils vont aller au bronzage, ils vont mettre des décolletés, les fameux V-necks, et c'est dans le but de plaire à la femme. Il y a aussi ça, mais il y a toujours eu ça dans l'histoire aussi. À une certaine époque, si on regarde à l'époque de la Renaissance, les hommes portaient des perruques, les hommes se maquillaient. Il y a toujours eu aussi une volonté de plaire physiquement chez les hommes, mais ça n'a pas la même intensité et ça n'a pas le même symbolisme. C'est pas nécessairement érotisé ce que font les hommes, alors que ce que font les femmes est vraiment directement associé à la sexualité parce que notre corps est directement associé à la sexualité. Ce que tu dis par rapport au métrosexuel ou il y a d'autres noms aussi, les pornosexuels. Je pense qu'on invente toutes sortes de noms pour qualifier les modes masculines. Mais justement, je trouve que le fait qu'on met tellement des mots là-dessus, ou les hipsters, ça montre que quand un homme fait ça, on n'est pas tout à fait à l'aise. Attention, il y a quelque chose de différent qui se passe. Oui, c'est ça. Fait qu'on va le nommer, puis on va essayer de le circonscrire, puis on va vraiment comme... Fait qu'on veut comme s'en dissocier tout en reconnaissant que ça existe. Fait que je trouve que ça témoigne encore qu'on n'est pas rendu à trouver ça normal qu'un gars veuille mettre son corps en scène de la même manière que le font les femmes. Dans ton livre, tu expliques très bien le rôle de la femme passive qui répond aux besoins de l'homme, qui le séduit. Et moi, quand je regarde aujourd'hui les médias sociaux, particulièrement Instagram, où on voit des milliers de profils de filles qui montrent leurs fesses, on dirait qu'entre nous, les filles, on continue de propager une image de la femme-objet. Est-ce que tu trouves que les médias sociaux engendrent une culture du striptease dans la société? Il y a une étude qui est sortie récemment, je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux qui sont les plus dommageables pour la santé mentale et Instagram est au top. Apparemment, quand on consomme beaucoup Instagram, ça nous prédispose à être moins bien dans notre tête. Et justement, je pense que c'est à cause de la pression de l'image. Puis c'est aussi qu'on a beaucoup critiqué dans la dernière décennie la publicité puis les magazines féminins. On les a beaucoup pointés du doigt en disant c'est eux qui nous inculquent des modèles très précis de c'est quoi un corps féminin idéal. Qui engendre l'hypersexualisation et tout. Mais maintenant, on se rend compte que les réseaux sociaux aussi font ça. Puis les réseaux sociaux, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Donc, ça va plus loin que les magazines ou que la publicité. Il y a une racine à ce problème-là qui est plus profonde. Et justement, c'est ce que tu dis, c'est la passivité féminine. C'est cette idée que la femme doit tout le temps être dans la représentation de soi et non pas dans le ressenti. Et c'est ce que je dis tout au long du livre, c'est qu'on se préoccupe pas vraiment du désir des femmes et les femmes ne se préoccupent pas de leur désir, de ce qui... On veut créer du désir, on veut susciter du désir chez les autres, mais on cherche pas à en ressentir nous-mêmes. Et pour revenir précisément à ta question, je pense pas qu'on est dans une... Oui, tu as raison, on est dans une culture un peu du striptease. C'est une bonne manière de le dire. Par contre, je trouve pas nécessairement que c'est négatif par défaut. Parce que la nudité en soi n'est pas forcément négative.
si tu vas sur un camp de nudistes, les gens sont nus et c'est pas sexuel, c'est pas weird, c'est pas mal. Donc, le rapport au corps et à la nudité s'explique aussi. Le fait qu'on n'aime pas trop la nudité, ça a des racines judéo-chrétiennes. Puis, il y a eu beaucoup un discours de la religion qui nous a dit qu'il fallait cacher le corps. Oui. Mais il y a plein d'autres cultures dans l'histoire de l'humanité qui étaient nues ou qui montraient leurs fesses ou leurs seins, puis c'était pas un enjeu sur le plan social. Donc ça, ce sont des choix de société aussi. Moi, ce que je dénonce, c'est qu'on n'a pas les mêmes attentes par rapport aux femmes et aux hommes. On s'attend pas à ce que les hommes et les femmes cachent et montrent leur corps de la même manière. Et ça, je trouve ça problématique. Et d'ailleurs, parlant, c'est ça, dans ton livre, je pense que tu es un peu animé par un désir d'abolir les cloisons sociales et sexuelles qu'on a établies à travers les années entre les deux sexes. Mais à ton avis, comment peut-on y arriver? Ça, c'est une grande question. Oui, au début, quand j'ai écrit le livre, j'avais pas de piste de solution du tout. C'était juste comme des constats. Puis là, mon éditrice puis une amie avec qui je l'ai fait lire m'ont dit « Ah, il me semble que c'est un peu négatif, t'as pas comme justement des pistes de solutions. » Fait que j'ai essayé d'en rajouter à la fin. C'est vraiment juste des pistes que je donne. J'ai pas c'est très dur d'avoir une solution. Oui, c'est sûr. Mais je pense que ça passe beaucoup par la présence des femmes dans la culture. Il faut que les femmes produisent des émissions de télé ou produisent des vidéos porno, produisent des œuvres artistiques de toutes sortes. Qu'on ait des rôles un peu plus de pouvoir, peut-être? Oui, pour créer justement des nouveaux clichés, des nouveaux scénarios, des nouvelles possibilités, justement, que celles qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui dans notre sexualité. Donc, oui, éclater ça, ça passe beaucoup par la création par les femmes de nouveaux contenus. Super bon livre. Vraiment. Merci, Lily. Merci à toi. Lily, on est l'été. Ça paraît pas aujourd'hui. On a froid, mais qu'est-ce que tu aimes faire l'été? J'aime travailler. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. T'es une passionnée. Mais c'est ça. Je suis un peu workaholic, puis j'aime aller dans des parcs travailler. C'est ça que j'ai fait hier toute la journée. Je m'apporte comme une couverte, je m'apporte de la bouffe, puis genre mon ordinateur, puis je suis bien heureuse, puis je travaille toute la journée. Et l'été, des fois, est-ce que t'es le genre de fille qui va partir en road trip? Pas souvent. Je prends peu de vacances dans la vie en général, là. Ouais. Ton dernier voyage, ça serait... Lointain. Ben oui, c'est lointain, c'est ça. Aux États-Unis, New York. Okay. Ouais, c'était ça. Tu as dédié ton livre à tes sœurs et tu as 2 sœurs. Quels sont tes plus beaux souvenirs d'été avec tes sœurs? Les camps de vacances, je pense. On en a fait quand même quelques-uns. Se trouver des noms de nature, des noms qu'on garde tout l'été. Puis, je pense que les camps de vacances, c'était cool. Jusqu'à quel âge vous êtes allés dans les camps de vacances? On a même fait, ma sœur aînée et moi, la formation de monitrice pour être monitrice après avec les enfants. Fait que je pense jusqu'à 16 ans. J'avais fait la formation à 16 ans. Oui, mais j'étais pas très bonne. Au final, ils m'ont pas gardée. Comment ça? T'étais pas très bonne? J'avais de la misère à me lever le matin, puis j'étais vête. J'étais comme, les jeunes, ils se lèvent comme à 6 heures, là, les petits-enfants. Oh my God, c'était... Mais, hey... j'ai pas ton poste de journaliste va très bien. Ouais. À quoi va ressembler ton été 2017? L'été 2017, je travaille. Je suis désolée, mes réponses sont vraiment plates. Est-ce que tu as des projets que tu peux nous parler? Je tourne Sexplora 3 cet été. Donc, on est en brainstorm en ce moment. On a trouvé nos sujets, puis là, on essaie de trouver nos intervenants qui vont participer à l'émission. Donc, il y a ça. Je travaille aussi sur une saison 2 des Brutes, qui est ma série web à Télé-Québec. Avec Judith Lucier. Donc, on développe ça en ce moment. Puis, j'ai des projets d'écriture aussi sur lesquels je planche. Des fois, tu écris sur le site d'Urbania? Oui. Est-ce que tu vas continuer à écrire? Oui, ça, je continue toujours. Quand j'ai une idée, j'écris. C'est plus ou moins régulier, mais oui, je continue toujours à être chroniqueuse pour eux. Super. Je te souhaite un bel été. On a très hâte de te voir à la télé. Merci. Lily, je vais maintenant te faire vivre mon questionnaire de Proust. Pour les gens à la maison, c'est un questionnaire inventé par l'écrivain français Marcel Proust.
Mais le mien est parfois osé, parfois comique et parfois touchant. Ça te va? Parfait. Allons-y. Quelle est la qualité que t'attire le plus chez un homme? Je pense une culture générale, une bonne culture générale, ça me turn on. Ton plus grand défaut? Je suis pas patiente. Ouais. Impatiente. Est-ce que c'est un défaut sur lequel que tu veux travailler ou tu l'assumes? Oui, non, mais j'essaie d'être plus patiente dans certaines sphères de ma vie, puis il y en a d'autres où je trouve que ça me sert Je comprends, je suis pareil. d'avoir faim. Dans quel pays désirais-tu vivre? J'aime vraiment beaucoup le pays dans lequel je vis en ce moment, honnêtement. Sinon, peut-être j'irais pour un pays scandinave. Là. Scandinave. Ils ont l'air d'avoir du fun là-bas. Ils ont l'air Caviar ou craft dinner? Craft dinner. Craft dinner? Uh-huh. Oh yeah, j'aime ça! Junk food, c'est trop bon. Ta plus grande peur? Je dirais... Prends ton temps. C'est dur, attends. Ma plus grande peur. La solitude, genre perdre tout le monde que j'aime, puis ouais. Avec qui aimerais-tu passer une soirée? Brad Pitt qui a la gastro, Jean Leloup sur l'acide ou Stephen Harper qui te chante une chanson? Oh my God! Hey, je prends Stephen Harper, puis... Ah oui? Ouais. Pour avoir des échanges après? Ah oui, j'aimerais ça comme y faire passer le questionnaire de Proust. Une bonne idée. Quel est ton sacre préféré quand tu pognes des nids de poule? Fudge. Fudge? Ouais, comme C'est fuck, mais beau, là. Oui. Ouais. Fudge! Mais toi, t'es à vélo, mais t'en pognes aussi à vélo. Oh oui! Ben oui, dans le fond. Oui. J'ai eu un accident la semaine dernière, là, je me suis rentré le guidon dans le ventre. Ouais. Oh. Ton idée du bonheur? Travailler sur des projets, avoir des projets. Puis on dit tout le temps, c'est pas la fin, c'est le trajet. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, tout le processus de création Ouais. aussi. Le moment présent quand on crée. Ouais. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Voler. Voler. Ouais. Pourquoi? Ah, ça a l'air le fun. Non? Tu fais pas des rêves des fois? Ah, Mais moi, j'ai le vertige. Fait que voler, oublie ça. OK. Non, mais tu peux faire des petits vols, genre juste des petits... Monter où? Ouais. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Un ours. Je trouve ça cute, les ours, quand ils sont petits, puis quand ils sont gros, ils sont vraiment comme imposants et menaçants. Puis les ours sont protecteurs, hein, je pense? Ouais. T'es-tu un peu comme ça avec tes amis, ta famille? Oui, je suis très protectrice. Ouais. C'est comme... Puis avec mes sœurs, quand on était petites, on se chicanait comme sans arrêt, mais dès que quelqu'un d'autre venait attaquer une de nous trois, on se mettait en bloc, puis là, c'était comme... Fait que, ouais. Protéger tes sœurs. Ouais. Ton état d'esprit actuel? Quand même assez zen, je dirais. Ouais. Super! Qui dit été dit cocktail. Bonjour Manuel. Salut, ça va Valérie? bien? Ben oui, très bien, très bien. Alors aujourd'hui, tu vas créer un cocktail pour Lily. Exact. Parle-nous de ton cocktail. OK, j'avais envie de quelque chose qui avait du caractère. Je sentais qu'il y avait du caractère derrière les réponses, justement, le petit questionnaire. Est-ce que tu aimes le scotch? Est-ce que Oui, tu aimes le whisky? bien sûr, oui. Mais souvent, on se dit le scotch, non, faut pas le mélanger, tout ça. Moi, je dis, bois-le comme toi, tu as envie de le boire, ton whisky. Aujourd'hui, on va utiliser un single malt 12 ans d'âge, mais qui a un prix... Tu peux le mélanger, ça fait du sens, puis on va mettre de la menthe avec. On pense souvent la menthe au rhum, au mojito. Bien, whisky menthe, ça marche vraiment bien. Le classique, normalement, ça se fait avec du whisky de maïs américain, du bourbon, là, des whisky un petit peu plus sucré. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus aromatique, très facile à faire à la maison. Ça s'appelle un julep. Fait que c'est un scotch julep. Fait qu'on commence, on met une bonne poignée de menthe dans le fond des verres. On en met, là, on veut que ça goûte, là, c'est ça, on va vider tout ce qu'il y avait. On met une douzaine de feuilles de menthe dans le fond. On va mettre un petit peu de sirop d'érable par-dessus. Juste un petit peu. Ça va être sucré. Oh yeah! En fait, Pas tant? l'élément Au final? secret de ce cocktail-là, vous allez voir que c'est la glace, c'est de l'eau. On veut ajouter de l'eau. S'il n'y a pas d'eau dedans, il goûte pas bon. Dans un cocktail, il y a toujours besoin d'avoir de l'eau. Là, quand tu fais un shaker, tu ajoutes 40-50% d'eau dedans quand même. Là. C'est ça qui va donner le goût et qui va faire que c'est rafraîchissant et pas trop fort en alcool. Fait que là, vous allez voir que c'est vraiment là-dessus. Donc, il y a seulement 3 ingrédients.
Exact. Dans le fond, Très sirop simple à d'érable. faire. Ouais, Mais 4 avec la glace. 4 avec la glace, c'est ça, exact. Mais l'important est vraiment d'avoir une glace qui fond vite parce que justement, on va ajouter de l'eau. On a mis 1,5 once de scotch partout. Et puis, on va terminer avec ça, puis on va la faire fondre. On va mélanger, on va faire infuser la menthe avec le whisky et on va faire fondre la glace en même temps. Puis on veut que ça fasse un peu une sludge alcoolisée, là. Une sludge au scotch et à la menthe pour adultes. Est-ce que tu aimes ça souvent boire des cocktails l'été? Oui, vraiment beaucoup. Rarement avant midi. Mais oui. C'est une première fois aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Ouais. Mais Julep, ça sonne un peu comme un jus d'orange, fait qu'on peut dire exact, c'est ça. Ouais. Alors regarde, c'est vraiment cette étape-là qu'il faut prendre le temps de faire. C'est d'aller tasser la glace dedans, aller la faire fondre un petit peu. Puis on va en remettre par-dessus. On veut que ça fasse vraiment une sludge, là, que ça soit pacté en glace. Donc il n'y a vraiment aucun jus ou liqueur. C'est de l'eau, du whisky, de la menthe et un petit peu de sucre. Fait que c'est vraiment facile, mais ça prend absolument une glace qui va fondre à cette vitesse-là pour que ça la remplisse puis que ça soit bien froid. Le classique julep, là, comme je disais, avec du whisky américain, il est servi une fois par année classiquement au derby du Kentucky, là, les chevaux qui tournent en rond. Pour les gens, ils vont pas là-bas pour les chevaux, ils vont là-bas pour les juleps. Pour les juleps, là, c'est vraiment un événement qui est réputé pour ça. Là. Pour les gens qui nous écoutent, la glace qu'on cassait, comment on fait ça? Alors, à la maison, vous pouvez juste prendre un linge en tissu, mettre des glaçons dedans, puis taper dessus une fois que le linge refermé avec un rouleau à pâtisserie, ce genre de choses-là. Ça va vraiment comme être la manière la plus facile. Sinon, honnêtement, au dépanneur, il suffit genre de demander, mais bien souvent, ils achètent de la glace régulière, mais ils ont des sacs de glace concassés, donc ça rend vraiment service. Là. En attendant que la glace fonde un peu, Lily, j'ai pour toi ma question corsée. OK. Et je vais t'avouer, j'ai eu de la difficulté à trouver une question parce que tu parles souvent de sujets chauds, épineux dans l'actualité. Et moi, je voulais t'entendre sur un autre thème. Alors, ma question, le Québec est une province de plus en plus multiculturelle. Comment imposer et préserver nos valeurs et traditions québécoises sans avoir l'air intolérant ou raciste envers l'autre? Je pense que ça passe par le positivisme. Faut que les valeurs soient cool, il faut rendre ça intéressant, il faut le transmettre d'une génération à l'autre, justement. Bien, c'est sûr que ça a un coût, il faut investir dans la culture, il faut qu'en tant que société, on se dise, OK, on veut mettre notre culture on investit là-dedans. Il faut que le gouvernement considère que ça fait partie de nos priorités. Fait que je pense vraiment que c'est ça passe pas par interdire aux gens ou dire aux gens quoi faire, dire « Ah, il faut absolument agir de telle manière, il faut absolument que telle tradition, vous l'ayez dans votre famille. » Je pense que ça marche pas d'interdire ou de proscrire quoi que ce soit. Les valeurs, la culture, c'est dans la tête, c'est dans ce qu'on décide de faire. Donc, ouais, je pense qu'il faut aller dans quelque chose de positif, de juste... Est-ce que d'imposer la laïcité de l'État pourrait être une solution? Bien, l'État est déjà laïque. Il y a déjà une séparation. Ou de charte de laïcité? En fait, l'État est laïque dans le sens que l'Église n'a pas rien à voir avec l'État. Oui. Après ça, le débat qu'il y a eu sur la Charte des valeurs, c'était beaucoup par rapport aux individus. Est-ce que les individus peuvent avoir des signes religieux dans les institutions publiques? Des postes d'autorité aussi. Bien, c'est ça. Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense que les choix individuels ne concernent pas l'ensemble de l'État ou l'ensemble d'une institution. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire cohabiter les deux, à la fois des religions que les gens veulent mettre de l'avant dans leur vie, puis les valeurs québécoises qui datent de siècles et de siècles passés. Et tout ça est en constante évolution. Donc, moi, je regarde quand même ça d'un œil positif. Super! Alors, je pense qu'on peut goûter au cocktail. Voilà, Lily. Et voilà. Merci, Manuel. Très beau. Plaisir. C'est beau, hein? Ça sonne été. Oui, c'est vraiment joli. Cheers! Voilà. Santé. Ah, c'est vraiment bon. C'est bon, très bon. Quand même sans le whisky, quand même corsé, mais les gens qui aiment le whisky écossais, là, c'est une bonne recette d'été. Et on sent juste un tout petit peu le sirop d'érable. Oui, c'est parfait. Juste ce qu'il faut. Ouais. Je vous laisse la recette, les filles.
Refaites ça à la maison avec vos amis, vraiment, ça se fait rapidement. Là, si vous voulez faire un gros pichet, pourquoi pas? Tu te fais un gros pichet, puis après, tu as juste à le filtrer, à le servir dans des verres. Et ça rend pour service. les gens, peut-être, qui vont trouver ça trop corsé ou... Ça pourrait être Qu'est-ce qu'on possible peut de- rajouter comme ben, jus, prendre par exemple? moi, je l'allongerais avec une boisson gazeuse, peut-être de l'eau 7-Up. gazeuse, du 7-Up, ginger ale, ce genre de choses-là, dans un verre un peu plus grand. Ça va l'allonger un peu, ça ferait un whisky soda, whisky gingembre, comme on connaît déjà, là. Peut-être moins puissant, là. Merci beaucoup, Plaisir, Manuel. vraiment, Encore une plaisir. fois, un très bon cocktail. Merci. Lily, merci infiniment. Mais merci surtout parce que je trouve que tu es un modèle de femme puissant et solide pour nos jeunes filles québécoises. Ça me fait pleurer. Mais non, mais je le pense honnêtement. Merci. Et avec les années, on a eu beaucoup de modèles masculins, mais on a besoin d'un modèle féminin inspirant. Et moi, je trouve que tu en es un, alors merci. Merci à toi. C'est ce qui conclut l'émission pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne journée!